Bonjour. Alors moi je ne représente pas 10 plateformes, même pas une plateforme, mais juste deux chercheurs. Je fais partie de l'INRA, je faisais partie de l'INRA de la VIM à Jouan-Josas et maintenant à Nantes, à Oniris. Et ce que j'essaye de développer, c'est le porc comme modèle biomédical en immunologie cutanée et respiratoire. Donc tout d'abord je vais vous parler de d'autres offres qui ne sont pas nos concurrents. Justement, ça, c'est pas ce qu'on fait nous. Par exemple, Charles River utilise le mini-pig pour des tests pharmaceutiques, mais c'est pas du tout nous ce qu'on propose. À l'INRA, plus proche de nous, il a été montré que le porc, qui est un animal omnivore, pouvait être un bon modèle pour tout ce qui est étude du microbiote et analyse du microbiote comme cible thérapeutique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plus d'utiliser le porc comme modèle immunologique. Alors, qu'est-ce qui est connu là-dessus? Alors, tout d'abord, pour continuer, après, ce sera que du positif. Pour continuer sur le négatif, ce qu'il faut savoir, c'est que le porc est finalement, contrairement à ce qu'on croit, il est assez éloigné de l'humain, puisqu'il appartient à un sous-ordre différent de l'homme et de la souris. Mais en fait, vous verrez ensuite dans la suite de la présentation que finalement l'évolution convergente fait que le porc est très intéressant quand même. Déjà, vous pouvez voir ici qu'au niveau des gènes de l'immunité, finalement, contrairement à la souris qui est en jaune, qui a 174 gènes orthologues différents de l'homme, le porc n'en a que 16. Donc le porc, finalement, pour certains gènes, peut être plus proche de l'homme. Et effectivement, vous pouvez vous référer à cette revue qui commence à dater un petit peu, là, de 2012, qui montre que le porc peut être un bon modèle pour les maladies infectieuses. Donc, qu'en est-il? Là, je vais vous parler de nos recherches. Qu'en est-il du porc comme modèle biomédical dans l'immunologie cutanée et respiratoire? Donc, tout d'abord, vous devez le savoir, la peau de porc a une structure vraiment très similaire à la peau humaine, non seulement par l'épaisseur de l'épiderme. Donc, je ne sais pas si, avec la flèche, vous pouvez voir ici l'homme, le porc. L'épiderme, c'est la couche violette ici. L'épaisseur du derme aussi, vous pouvez voir, hop là. Vous pouvez voir l'épaisseur du derme ici par rapport au derme de la souris. Bien sûr, l'absence de poils, c'est pour ça aussi que le porc a un épiderme plus épais que celui de la souris et proche de celui de l'homme. Mais aussi la composition lipidique en fait, de la couche cornée qui est très similaire à celle de l'homme. Donc c'est pour ça, entre autres, que la peau de porc est utilisée en pharmacologie comme modèle d'absorption de médicaments par voie cutanée. Et qu'en est-il au niveau de l'immunologie de la peau de porc? Donc juste un tout petit rappel, il y a des cellules phagocytaires dans les organes, notamment dans la peau. Il y a les macrophages qui sont immobiles et qui phagocytent de grosses particules. On peut considérer que ce sont des éboueurs. Et les cellules dendritiques qui vont être mobiles, qui vont migrer dans les ganglions et qui vont activer la mémoire immunitaire, les lymphocytes, la réponse anticorps. Et c'est pour ça que ces cellules sont vraiment très impliquées dans les vaccins, les allergies, le rejet de greffe. On peut les appeler des sentinelles en fait. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous décrire cette diapo, c'est juste pour vous montrer qu'il y a une très grande diversité des cellules phagocytaires dans la peau. Ici, c'est la peau humaine. Et on a pu, nous, dans la peau de porc, retrouver ces mêmes populations. Donc ici, juste un schéma très simple. Dans la peau, vous voyez qu'on a l'épiderme avec les cellules de Langerhans, d'autres cellules qui sont des cellules dendritiques, d'autres cellules dendritiques dans le derme. Ces cellules peuvent migrer dans le ganglion où elles peuvent activer les lymphocytes T, lymphocytes B et la réponse anticorps. Donc la migration se fait à travers la lymphe. Je vais vous passer cette slide parce que c'est quelque chose qu'on ne fait plus. On a fait de la cannulation lymphatique pour récupérer les cellules dendritiques qui migrent justement jusque dans le ganglion. Et du coup, encore une slide compliquée, c'est juste pour vous expliquer qu'on a caractérisé, grâce à différentes techniques, notamment la cytométrie, les différentes populations de macrophages, de cellules dendritiques. Ici, vous voyez des macrophages à gauche, des cellules dendritiques en dessous, différentes sortes de cellules dendritiques qui phagocytent les cellules apoptotiques, bref. On a fait tout un travail très détaillé de description de ces différentes populations cellulaires. On a fait de la transcriptomique, on a pu comparer ces cellules entre porc, homme, souris. Et la conclusion, pour faire simple, en fait, c'est que dans la peau, les macrophages et les cellules dendritiques du porc sont vraiment très similaires à celles de l'homme et de la souris. On peut retrouver
les différentes populations, les différents contreparties entre hommes, souris, porcs. Pour les spécialistes, on a pu décrire les CDC1, les CDC2, les cellules dendritiques dérivées de monocytes, les macrophages dérivés de monocytes, les cellules de Langerhans, etc. Et ce qu'on a pu montrer aussi, c'est que sur quelques détails, la peau de porc était en fait immunologiquement plus proche de l'homme que de la souris. Parce que quelques détails sur certaines populations de cellules dendritiques étaient, comme chez l'homme, et différents de la souris en fait. Alors pour quelles études? Donc on a fait quelques études déjà sur l'immunologie cutanée grâce à ces études préliminaires en fait, notamment avec DBV Technologies. Nous avons testé l'utilisation de patchs pour vacciner de façon épicutanée. Donc en fait ce sont des patchs occlusifs. On va avoir une perspiration qui va diluer l'antigène qui va être sur ces patchs et qui va passer dans l'épiderme et éventuellement dans le derme. Alors jusqu'à maintenant, DBV avait utilisé que des modèles. En fait, ils utilisent ces patchs pour le moment pour la désensibilisation aux allergies au niveau digestif. Et ils voulaient savoir si c'était possible d'utiliser ces patchs pour de la vaccination. Et donc chez la souris, ça semblait marcher, mais forcément, l'épiderme, étant donné la différence d'épaisseur entre l'épiderme de souris et l'épiderme humain, ils voulaient avoir un modèle plus proche de l'homme pour savoir si, dans ces cas-là, on pouvait avoir un passage de l'antigène. Donc nous avons fait ces études en déposant sur les patchs des antigènes du RSV, donc de la bronchiolite. L'idée, c'était en fait de vacciner, d'utiliser ces patchs pour la vaccination de nouveau-nés, parce que les patchs, c'est beaucoup plus acceptable en fait pour vacciner les nouveau-nés que des vaccins avec une aiguille. Et donc nous avons testé ces patchs. Et ce que nous avons pu voir, si j'ai réussi à avoir la flèche, donc ici nous avons l'épiderme, ici le derme, nous avons pu voir que notre antigène qui est vert passait à travers l'épiderme et était pris en charge par ces cellules qui sont des cellules de Langerhans en fait. Et ici, vous voyez qu'on voit du vert, de l'antigène qui est dans les cellules de Langerhans, qui est passé. Et le problème, c'est que du coup, c'est vraiment pris en charge au niveau de l'épiderme et pas au niveau du derme, et que les cellules de Langerhans peuvent être plus tolérogènes. Donc après, il faudrait travailler sur des adjuvants pour pouvoir réussir à induire une bonne réponse immunitaire. Mais pour le moment, ces résultats sont plutôt contre l'utilisation de patchs pour la vaccination, et ça explique un peu pourquoi ces patchs sont plutôt utiles dans la désensibilisation. Donc il faudra améliorer ça avec des adjuvants pour pouvoir réussir à faire de la vaccination avec des patchs occlusifs. Nous avons aussi utilisé notre modèle pour la vaccination antigrippale intradermique. Donc on était parti de l'idée que chez la souris, en fait il avait été publié que chez la souris, l'induction de lymphocytes T mucosaux était... En fait la vaccination intradermique induisait des T mucosaux, ce qui est quelque chose qui peut être très utile dans la vaccination contre des pathogènes respiratoires. Hein. Donc on a voulu savoir si on pouvait obtenir des résultats intéressants en vaccinant de façon intradermique. Et ici, vous pouvez voir les résultats, donc un score clinique d'animaux infectés par la grippe. Donc le porc est un... Vous savez que le porc est un hôte naturel de la grippe, hein, peut être contaminé de façon naturelle. Et vous voyez le score clinique ici d'animaux non vaccinés. Si on fait une vaccination intramusculaire hein, dans deux conditions différentes, je vous passe les détails, on voit qu'on diminue beaucoup les symptômes. Et donc la vaccination intramusculaire, c'est celle qui est faite aujourd'hui chez l'homme. Donc bonne nouvelle, la vaccination intramusculaire marche bien. Et la grosse surprise qu'on a eue, la mauvaise surprise, c'est qu'en vaccination intradermique, finalement, on avait une exacerbation des symptômes, surtout lorsque ici, en haut, je vais la voir, ici, quand on ciblait les cellules dendritiques, en fait, alors qu'en intramusculaire, ça marchait encore mieux en ciblant les cellules dendritiques que sans les cibler. Ici, quand on cible les cellules dendritiques, on a en fait une augmentation de la pathologie de la grippe. Donc, parfois, les résultats qu'on peut obtenir chez la souris, faut se méfier aussi, parce que bien que c'est un modèle très très utile, hein, on peut avoir des surprises. Hein. Aujourd'hui, dans les dernières études, ce que j'ai pu faire moi, c'est de développer le côté respiratoire du modèle porcin. Et ici, vous pouvez voir donc déjà une différence de taille, j'ai réussi à avoir la flèche, une différence de taille entre un poumon de souris, un poumon de porc et un poumon humain.
Et si on infecte des souris par la grippe, vous voyez que ça c'est un poumon de souris donc agrandi du coup, hein, mais infecté par la grippe, vous voyez qu'il est hémorragique sur tout le poumon parce qu'en fait, une souris, on est obligé d'injecter profondément le virus pour qu'elle soit infectée. C'est pas l'hôte naturel du virus. Notamment, les souris ne se transmettent pas le virus une fois qu'elles sont infectées parce que c'est pas l'hôte naturel. Alors que le porc est un hôte naturel du virus, comme l'homme. Et vous pouvez voir ici un poumon d'un animal infecté par la grippe. Et vous voyez un peu d'hémorragie dans les lobes supérieurs, tout à fait ce qu'on peut voir chez l'homme en fait. Et aujourd'hui, le porc est déjà utilisé comme modèle pour la mucoviscidose ou les transplantations. On essaye d'ailleurs à jouer en Josas de développer ce modèle de transplantation. Donc ce que nous avons fait, toujours ce qu'on fait, c'est de décaractériser les cellules dendritiques, les macrophages et les cellules myéloïdes en général. Donc on a caractérisé ces cellules, je vous passe les détails. Ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est que notamment les CDC2, qui sont un type de cellules dendritiques, étaient localisées dans les mêmes compartiments pour les spécialistes en intraépithélial, chez le porc comme chez l'homme, alors que chez la souris, ce sont les CDC1 qui sont localisés là. C'est très intéressant parce qu'en fait, les CDC2, ce sont les cellules qui sont impliquées dans la réponse allergique, IgE, dans l'induction de la réponse allergique, en fait. C'est elles qui vont activer les TH2. Bon, moi, je vous place tous les détails, mais c'est ces cellules-là qui sont impliquées dans la réponse allergique. Et elles sont localisées chez le porc comme chez l'homme, en intraépithélial, ce qui est différent de chez la souris. On a montré aussi qu'on pouvait voir des cellules dendritiques MODC ou inflammatoires, hein, dans la pathologie grippale chez le porc, ce qui avait déjà été décrit chez la souris, mais pas encore décrit chez l'homme. Et enfin, on a aussi décrit des cellules qu'on appelle des PIMS chez le porc et chez l'homme. Là, c'est une étude qu'on essaye de poursuivre maintenant, parce que chez l'homme, elles existeraient dans des conditions pathologiques et on aimerait bien voir si on peut les retrouver chez l'homme, parce que du coup, maintenant, grâce à la description qu'on a faite chez le porc, on a des marqueurs de ces cellules vraiment spécifiques. On pourrait les retrouver chez l'homme dans certaines pathologies. Donc pour résumer, le porc comme modèle biomédical, il est plutôt plus proche immunologiquement de l'homme que de la souris. Alors, on peut imaginer qu'on a eu une évolution divergente, bien qu'au niveau évolutif, les souris soient dans la même clade évolutive, on va dire, que l'homme. Les souris ont eu probablement une évolution divergente, alors que le porc a une évolution convergente parce qu'il partageait les mêmes milieux que l'homme, la même nourriture, les mêmes virus. Et donc finalement, il faut toujours se méfier parce que tout n'est pas similaire, mais on a pas mal de choses qui sont similaires entre l'homme et le porc. On a des connaissances et des outils en progression exponentielle. Vous avez pu voir là, en allant très vite, les outils qu'on a pu utiliser. Et c'est un modèle qu'on aimerait développer. Donc là, je vous ai montré pour la vaccination cutanée, mais je pense aussi pour la tolérisation cutanée ou respiratoire, pour l'étude des allergies respiratoires, notamment de l'asthme, les infections cutanées, les infections pulmonaires et la greffe de poumon. Voilà, donc ça, ce sont tous mes collaborateurs. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez contacter Isabelle Schwartz, donc, qui est à l'INRA de Jouy-en-Josas, à côté de Versailles, et moi qui suis maintenant à l'INRA de Nantes, à Bioépa. Merci.